Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler de la répartition entre l'open web et les walled gardens dans sa stratégie marketing. Pour discuter de ce sujet qui peut être un petit peu épineux, j'ai la chance de recevoir Alban. Bonjour Alban. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci pour ta participation à ce podcast et à cette chaîne YouTube dorénavant. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc je suis le cofondateur d'Antvoice. On en parlera un petit peu. On est un expert en fait du display, donc l'open web, et j'ai le plaisir effectivement de gérer toute l'équipe d'Antvoice en tant que CEO. Merci pour ta petite présentation très concise. Pourquoi tu es donc légitime à parler de ce sujet ? Alors, le sujet que tu abordes aujourd'hui, c'est un vaste sujet, puisqu'effectivement, on en parlera certainement dans quelques minutes. Et on est sur un marché qui est en très forte croissance de la pub digitale, un marché sur des montants très importants, mais un marché complètement déséquilibré avec un oligopole. Tu as parlé tout à l'heure des GAFA. Clairement, il y a un oligopole en fait, des GAFA sur ce marché. Et donc, effectivement, ce que l'on cherche à faire chez Antvoice, c'est d'avoir en fait une vision, on va dire, de marché pour pouvoir proposer justement d'autres alternatives. Donc, j'aurai le plaisir en fait d'évoquer bien sûr Antvoice au cours de cet échange-là, mais c'est vrai qu'on vient de lancer un mapping autour de toutes les adtech françaises. Donc, je pourrais très bien parler d'Antvoice, mais aussi de tous nos concurrents, puisqu'effectivement, le sujet, c'est vraiment pas de savoir si Antvoice est plus riche, plus puissant, plus performant que d'autres, mais c'est plutôt de proposer aux annonceurs en fait des alternatives. Et je pense que aujourd'hui, on est vraiment au cœur de cette notion d'alternative. On a fait un gros travail sur le mapping que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, j'aurai le plaisir effectivement de représenter l'ensemble de l'écosystème à côté des GAFA. Ok, super. Merci beaucoup. Alors juste pour nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, on mettra le lien dans la description ou sur la page sur la page banous.com pour que les gens puissent accéder à ce mapping qui est ultra intéressant. Donc la question qu'on se pose dans le cadre de cette émission, donc c'est comment répartir son budget entre l'open web, le walled garden, les GAFA dans sa strate digitale. Finalement, si j'étais un marketeur un peu feignant, je me dirais pourquoi me prendre la tête ? Je mets toutes mes billes chez Google pour le search et chez Amazon si jamais je vends des produits particuliers et basta. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour donner quelques chiffres avant de rentrer dans le détail, la publicité en ligne en France, c'est plus de 7 milliards d'euros. D'accord. Grosse croissance. L'année dernière, on a eu plus de 20% de croissance. Donc, c'est un marché à la fois très important et un marché très dynamique. Sur ces 7 milliards d'euros, on a 75% des investissements qui sont mis chez les GAFA. Donc, en gros, c'est Google, Meta, Facebook et bien sûr Amazon et Apple, pas énormément encore en France, mais Apple se développe aussi sur la publicité aux États-Unis, on l'évoquera peut-être. Donc on sera vraiment sur les GAFA dans quelques mois. 3/4 des investissements sont mis chez les GAFA. Et donc c'est ce que tu dis. Pourquoi c'est mis chez les GAFA ? Parce que c'est simple. Si je prends le search, qui est on va dire un usage clé sur le web, j'ai un acteur, un interlocuteur très simple. Sur le social, il y a un petit peu de concurrence effectivement avec TikTok, Pinterest, etc. Mais le groupe Meta va représenter une très large partie de l'usage. Et si on parle du retail média, Amazon, on le sait, a une très large partie aussi du marché en France. Donc c'est vrai qu'avec 3 acteurs, on se retrouve à couvrir une très large partie des usages. Mais comme tu le dis, il n'y a pas que des avantages non plus à mettre toutes ces billes chez ces GAFA, et on peut estimer que quelquefois c'est oui un manque de temps, un manque d'énergie, un manque d'audace pour que l'on arrive en fait à ce déséquilibre complet.
D'accord, très clair. Si tu le permets, on va essayer de séparer la discussion entre, déjà, dans un premier temps, le cadre légal. Est-ce que, Mmh. notamment, et ça c'est un vrai point différenciant entre Mmh. les acteurs français, Mmh. européens du moins, et les acteurs Mmh. américains, sur l'utilisation de la data Exactement. Ouais. par des entreprises américaines. Le deuxième point, c'est la performance, parce que Mmh. mine de rien, s'il n'y a pas de performance, bah, les Mmh. annonceurs, Mmh. on va pas les blâmer d'utiliser les solutions qui Mmh. qui fonctionnent le mieux. Mmh. Et troisième point, et c'est là, c'est l'accessibilité. Je Mmh. me permettrais de faire un petit cas d'usage, Mmh. notamment dans le cadre de Banous. Mmh. Ça te convient comme Allons-y, tout plan? à fait. Ouais, parfait. Euh, Premier point, donc la partie juridique. On sait que bah, l'Europe est soumise au RGPD, Mmh. que les États-Unis ont aussi des lois, qu'il y a des lois au Brésil. Enfin, le Mmh. RGPD a quand même fait des émules dans le monde entier. Mais on sait que si jamais j'utilise une entreprise américaine, la donnée collectée par cette entreprise peut être réquisitionnée par la justice américaine. Et ça pose un vrai problème Mmh. sur la donnée des Européens. Est-ce que c'est le seul point un peu touchy qu'on peut avoir lorsqu'on traite avec une boîte américaine? Et d'ailleurs, juste, et après je te laisse parler sur ce Mmh. sujet-là, récemment, on a vu que la CNIL avait déclaré, Mmh. un petit peu Voilà. plus compliqué que ça, mais Mmh. Google Analytics comme Mmh. très problématique, et c'est un Mmh. euphémisme que Mmh. j'utilise. Elle a Mmh. dit que Google Analytics ne respectait Mmh. pas fondamentalement le Mmh. RGPD. Qu'est-ce que tu peux Mmh. nous en dire de tout ça? Oui, honnêtement, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que, on a des marques qui sont de plus en plus sur, des investissements médias, sur des prises de parole qui sont liées à la RSE. Donc vraiment au global, vraiment sur la responsabilité, donc d'une entreprise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a des attentes au niveau des consommateurs qui sont, de plus en plus, importantes. Donc on a en fait des prises de parole qui sont très fortement liées à la RSE et comme je le disais tout à l'heure, on a 3/4 des investissements qui sont mis sur des plateformes qui, on va le dire aussi, ne sont pas compatibles avec la RSE, notamment sur un des aspects qui est la donnée personnelle. Donc, c'est ce que tu viens d'annoncer. La CNIL, lorsque ils envoient un recommandé, une mise en demeure à 42 médias, aux 42 plus gros médias, après avoir fait quelques sites il y a quelques semaines, pour leur interdire Google Analytics, ça montre que, d'une manière globale, ces écosystèmes fermés non seulement, bien sûr, sont fermés aux autres, et donc ça pose un problème aussi, à un moment ou à un autre, de contrôle de la donnée, mais on parle aussi de remontée d'informations donc aux États-Unis. Et donc en violation totale du RGPD, qui est une contrainte très forte sur laquelle tous les acteurs en France et en Europe sont alignés, sauf justement ce type d'acteurs. Donc on va avoir en fait une discordance, on va avoir un déséquilibre au niveau de la concurrence, hein, de la façon de faire ce métier, mais on va avoir aussi une problématique claire au niveau des utilisateurs qui aujourd'hui ne sont certainement pas suffisamment sensibilisés à ça, mais lorsque je mets toutes mes photos de ma famille, de mes vacances, mes hobbies, etc., sur un Facebook, ou alors que je suis avec mes mails et que je partage des données qui sont relativement privées, on a des informations qui peuvent remonter aux États-Unis et qui peuvent être exploitées, comme tu le dis, par différents organismes. Donc ça, c'est un problème majeur, clairement, pour le consommateur. C'est un problème majeur, je pense, pour les marques qui ne peuvent pas se retrouver associées à des pratiques qui sont, encore une fois, qui ne sont plus légales. Hein, on peut utiliser le mot, parce que du coup, la CNIL, c'est vraiment le mot qui a été utilisé. Donc, il y a vraiment une association entre ces pratiques que l'on peut, voilà, c'est une sorte, encore une fois, hein, de business parallèle, quand il peut y avoir d'autres business parallèles. Donc là, c'est le business parallèle de la donnée. Et on est dans des pratiques qui sont illégales. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu gênant de voir des annonceurs parler de RSE dans leur publicité et de les voir sur des plateformes qui elles-mêmes ne respectent pas ni les internautes, ni les marques, ni les environnements législatifs en fait des pays. Après, pour nos auditeurs, pour certains, j'espère que nous avons des annonceurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, pour pas qu'ils fassent de syncope également. Il y a certaines entreprises américaines qui
hébergent en Europe, qui rapatrient leurs serveurs en Europe pour justement dire non, nos données ne partent pas, mais il y a quand même un petit flou artistique parce que dès lors qu'une entreprise est américaine, elle doit être soumise aux droits américains. Donc il y a quand même des petits flous juridiques à ce niveau-là. C'est extrêmement clair. Oui. Là, on peut le citer. Hein. Aujourd'hui, les serveurs, par exemple, si je prends Google, Google sur la partie cloud, les serveurs sont en Belgique. Donc le souci, il n'est pas forcément sur l'hébergement de la donnée elle-même. Elle est sur la possibilité, effectivement, d'avoir des remontées de données aux États-Unis. Et ce qui est encore différent. Très clair. Merci Alban déjà pour cette petite pour cette première problématique. La deuxième qui est essentielle à mes yeux, c'est que lorsque je lance une campagne sur Google ou sur Facebook ou même sur Amazon, ça cartonne, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien en ergonomie, en accessibilité, c'est un peu mon troisième point, mais je l'aborde là, et également en performance purement business de ROI, etc. Comment toi tu fais pour lutter contre ça ? Alors, il y a deux idées importantes. En prérequis, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, on peut difficilement blâmer des annonceurs, des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, de ne pas rechercher de la performance. C'est évident que dans le contexte en plus que l'on a aujourd'hui, le contexte lié à la consommation, on va dire au Covid dans lequel on sort tout juste, il y a un besoin de retrouver du chiffre d'affaires, il y a un besoin de retrouver de la marge, il y a un besoin de retrouver de la performance, c'est évident. Une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement une question, il y a une double question. Il y a une question de tracking de la performance et il y a une question de transparence. Le tracking de la performance, aujourd'hui, toutes ces plateformes fermées donnent quasiment forcément de superbes stats. Mais par contre, ce sont des plateformes qui elles-mêmes sont jugées parties. C'est-à-dire que ce qui est un petit peu embêtant aujourd'hui, c'est qu'on va demander à Facebook, est-ce que ta campagne elle est bonne ? On va demander à Amazon, est-ce que ta campagne elle est bonne ? On va demander en fait à Google, est-ce que ta campagne elle est bonne ? Forcément, elles sont bonnes. Le trait de génie de Google, pour pouvoir avoir cette part de marché sur le marché de la publicité digitale, c'était de fournir cet outil, Google Analytics, qui permet non seulement de traquer les campagnes de Google, mais qui permet de traquer les autres campagnes. Et donc aujourd'hui, si tu veux, lorsque on a un annonceur qui utilise les consoles uniquement des GAFA et qui utilise en même temps une solution de tracking d'attribution de contribution tierce, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Voilà. Et aujourd'hui, on milite, on a notre propre plateforme aussi avec les résultats. Le point clé pour les annonceurs pour retrouver aussi une bonne vision, c'est d'avoir une plateforme tierce, quelqu'un qui n'est pas donc du coup lié à l'investissement média. Il y a énormément de solutions françaises, américaines, européennes qui permettent d'avoir cette vision-là. Et c'est souvent ce que je dis, avoir une solution tierce d'attribution de contribution, c'est comme si on retrouvait une vue correcte alors qu'on est myope, comme si on mettait des lunettes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire que je mets 70-80% de mes budgets sur des plateformes qui me disent exactement ce qui se passe. Ça existe dans aucun autre média. Aucun autre média, aujourd'hui, tu pourras avoir uniquement les statistiques de TF1 ou de M6 ou de RTL. Ça n'existe pas. Généralement, il y a un tiers qui va donner les performances. Et c'est ça le besoin aussi du marché aujourd'hui. Donc, quand on a une décision sur Google Analytics aussi forte que celle qui a été prise par la CNIL, moi, je pense que très clairement, c'est une énorme opportunité pour tous les acteurs du marché de se pencher sur d'autres solutions, des solutions tierces, quelles qu'elles soient, encore une fois, il y en a de très bonnes en France, mais plus on aura des solutions tierces, plus on aura une vraie vision de la performance. Et là, je te garantis effectivement que la performance annoncée par les uns et par les autres sera différente. Après, je ne veux pas faire du Facebook bashing, mais il y a eu quand même des petits questionnements sur l'attribution de certaines ventes après tel ou tel affichage, clic, etc. Il y a quelques temps. Donc, pour le coup, je suis assez en accord avec ce que tu dis. Après, néanmoins, c'est pareil là pour contrebalancer aussi. C'est néanmoins des plateformes qui fonctionnent. C'est-à-dire que pour challenger un peu ce que tu dis, c'est ok, je suis d'accord avec toi à 100%. Il faut challenger les chiffres qu'on nous oppose, tout simplement.
mais quand bien même, les stats font que ça fonctionne. Non, non, si je peux rebondir, moi Ouais. je suis encore une fois, nous on est vraiment avec une optique en fait de performance. Mm. Le prérequis, c'est de dire on ne peut pas dépenser 1 € si on n'a pas d'idée de la performance derrière. Donc la performance, ça peut être une vente, ça peut être une vidéo vue à 100% si je Mm. suis effectivement sur de la noto. Mais c'est vrai que trop longtemps, le marché a proposé des solutions qui ressemblaient à celle un peu de la télé, mais sans avoir les avantages en fait du tracking. C'est-à-dire que Mm. quand une campagne est faite sur la télé avec avec un volume de GRP très important, un chiffre, un montant très important, il y a toujours une analyse des ventes qui est faite à côté. Et pendant très longtemps, en gros, sur le web, on disait voilà, moi je vous montre de l'affichage, je vous montre peut-être un petit peu de taux de clic, peut-être un peu de clic, mais pas du tout ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on sait qu'il y a de la fraude aujourd'hui. Mm. C'est pas un secret. Donc aujourd'hui, ne pas être sur le coût de la vente, sur le coût du nouveau client, sur le coût de la vidéo qui était vue à 100%, etc. Ça, c'est un problème. Et c'est vrai que c'est un problème que le marché doit résoudre, le marché hors GAFA. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une logique de performance. C'est évident. Ouais. Et ça doit être fait au niveau de tous les acteurs parce que si on veut une sorte de rééquilibrage du marché, la notion de performance, en dehors de la privacy, en dehors du respect des lois fiscales, etc. La notion de performance, elle est tout de même au cœur du sujet. Donc voilà, l'idée, c'est pas de blâmer effectivement les GAFA, c'est de retrouver de la transparence, de retrouver une bonne vision, et puis à la fin, si tout le monde a les mêmes armes, eh ben que le meilleur gagne. Puis il y aura une meilleure répartition Et c'est exactement ça. Voilà. Je pense dans. que l'idée, c'est pas de dire les GAFA, faut arrêter les GAFA, c'est vraiment Ouais, pas ouais. ça. C'est de rééquilibrer et de dire effectivement les GAFA apportent énormément de choses. Lorsque tu cherches une requête, quand tu veux toucher quelqu'un, bah oui, il passe du temps sur Google, il passe du temps sur Facebook. Il faut bien sûr y aller. C'est juste une question en fait de rééquilibrage pour pouvoir avoir le meilleur plan et le meilleur retour sur investissement global pour l'annonceur. Alors, il y a un truc pour ma troisième partie, c'est Mmh. l'accessibilité aux différents outils. Et je vais t'exposer mon cas Mmh. particulier que j'ai fait pour préparer cette émission. J'ai regardé si je pouvais mettre 1 € Mmh. d'investissement par jour pendant 5 jours sur YouTube pour Mmh. promouvoir Banous. Et en fait, je peux. Ça veut dire que Mmh. je peux payer 1 € par jour et j'ai accès à une Mmh. plateforme qui a été développée par des ingénieurs absolument Mmh. brillantissimes. Mmh. Et ça, malheureusement, alors YouTube, c'est un peu un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas Mmh. il y a feu Dailymotion, mais Mmh. ce que je veux dire, c'est que ça serait très difficile pour moi de Ouais. lancer une campagne pour 1 € par jour avec un acteur français. Ouais. Et cette capacité à proposer des outils, et notamment on le voit avec, c'est un autre sujet, je déborde un peu, mais Mmh. le business local en fait, Mmh. où on Mmh. essaye Mmh. de dire à la petite épicerie du coin, au boucher, etc., fais un petit peu de Facebook Mmh. Ads, etc., parce que c'est important pour Mmh. ta notoriété, ça peut augmenter tes ventes. Ouais, mais sauf qu'ils ont tout compris. Mmh. C'est-à-dire que moi, avec 10 €, je lance une campagne, Mmh. j'appelle une agence web française, enfin une techno web française, je dis j'ai 10 € pour Mmh. tester, et ils me raccrochent au nez. Comment 100% tu d'accord. vois les choses, toi? Non, 100% d'accord. Aujourd'hui, en fait, si on regarde les avantages en fait des plateformes GAFA, il y a une notion de puissance. Encore une fois, le reach de Google, le reach de Facebook, le reach, donc en gros la pénétration, hein, ce qu'on appelle le reach, c'est la pénétration. Mmh. On a une puissance de feu en termes de couverture des internautes qui est phénoménale. On a une richesse d'informations, et parce qu'il y a beaucoup d'usages, donc de la profondeur d'usage, qui est très importante. C'est-à-dire que ça, non seulement je touche beaucoup de personnes, mais en plus derrière, il y a énormément de données qui permettent en fait de pouvoir affiner. Et ça passe effectivement par ensuite au niveau de l'exploitation, par des plateformes qui permettent de faire assez simplement du coup des campagnes. Alors, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très positif parce qu'aujourd'hui, typiquement, j'étais à une conférence hier sur la télé connectée. Donc, en gros, un nouveau sujet, un nouveau canal qui représente à peu près 25 millions d'euros aujourd'hui et puis qui est forcément amené à être en très forte croissance. Et ce qui ressortait des discussions entre les agences, les annonceurs et les telcos, et les chaînes, on va dire les parties prenantes, c'était de dire, bah oui, vivement le média planning. Donc on est en train de dire, on revient à un système qui est le système de la télé,
j'ai une agence qui me définit un plan média, donc forcément avec du temps, de l'énergie, etc. Donc forcément un gros budget. Et ensuite, je vais segmenter, je vais choisir tel ou tel segment sur la télé connectée. Et j'étais en train de me dire, il y a un débat sur quand est-ce qu'on pourra avoir effectivement des outils de média planning. Et je me disais, mais aujourd'hui, 80% du digital n'a pas d'outils de média planning. Ça passe par des interfaces, comme tu le dis, qui sont des interfaces très simples. Qu'est-ce que je veux faire comme stratégie? Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est de la prospection? Est-ce que c'est du reciblage? Est-ce que c'est de la feed, etc. Donc, il faut pouvoir traiter déjà tous les sujets. Quels sont les formats? Et derrière, quels sont les objectifs que j'ai, donc à la fois en termes de budget par jour, en termes d'objectifs, voilà, est-ce que c'est de la vente, etc. Et ces solutions-là, je pense que c'est ce qui manque clairement en fait au marché, c'est de proposer des interfaces qui permettent pour un petit acteur ou même une PME ou même une ETI de reprendre le contrôle aussi sur ces investissements médias. Et donc, c'est un vrai sujet, très honnêtement. C'est un sujet sur nous lequel on travaille. On a des belles interfaces, mais qui sont gérées en fait par l'équipe chez Envoice. Et ça fait 2 ans qu'on se dit, mais oui, mais en fait, il faudra la mettre à disposition d'acteurs pour qu'elle puisse être utilisée à la fois par les agences, mais aussi par les marques, etc., etc. Donc, il y a des services qui existent aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Je pense à Ouest France qui a lancé sa plateforme. On a TF1 qui a lancé aussi une plateforme permettant de faire un certain nombre de choses. Mais on est très très loin de la puissance des plateformes GAFA sur cet aspect-là. Ouais, Par contre, le petit juste pour corollaire... Oui, vas-y. ouais, ouais, excuse-moi, il y a un petit décalage une petite latence, mais juste pour, compléter un petit peu, ce que tu fais. Hem, Par rapport, à la puissance, bah, finalement, je pense qu'un TF1 plus un Ouest France, Mm. plus enfin, je sors plein de noms de publishers, a une puissance, assez Exactement. importante et Ouais. même, Ouais. ISO quasiment au GAFA. Mm. C'est juste, Mm. comment je fais pour dépenser mes 10 € sur Ouais. ces différents, Et, plateformes? Et je te et laisse c'est terminer, ouais, vas-y. Ouais, et en fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que typiquement, si je reviens au mapping, donc on a fait donc un panorama de toutes les solutions françaises, hein, uniquement françaises, donc même pas Mmh. européennes, françaises. On avait 94 sociétés. C'est-à-dire que d'un D'accord. côté, on a donc un directeur marketing qui se dit où je vais mettre mon budget média. D'un côté, on a 3-4 boîtes, donc encore une fois, les GAFA, qui permettent de toucher quasiment tout le monde, partout, tout le temps, facilement. Et de l'autre côté, on a 94 structures qui sont très bonnes, responsables, avec de la performance pour la plupart, etc., mais qui sont complètement disséminées. Voilà. Donc on a un marché qui est Mmh. fragmenté. On a 3 personnes, un oligopole, et ensuite on a des centaines de boîtes. Donc en fait, pour moi, il y a 2 réflexions là-dessus. C'est d'une part, il faut que le marché se consolide. Voilà, on doit avoir des acteurs français, européens, qui aujourd'hui puissent faire 100 millions, 500 millions, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc moi, je pousse clairement en fait à ça. On a beaucoup de discussions, mais je suis assez ouvert là-dessus. Il faut que le marché se consolide pour pouvoir proposer à un annonceur une solution qui lui permette de faire tous les formats, de faire toutes les stratégies, de mettre un petit ou un gros budget, comme tu le dis, et qu'on retrouve à la fois cette puissance, cette souplesse, en fait, que l'on a chez les GAFA. Et donc là, il nous faut des locomotives. Il faut effectivement que des Criteo, que des Smart, etc. Ils le font pour certains. Et ce rôle de locomotive pour pouvoir créer des alternatives puissantes et crédibles face aux GAFA. Et je pense qu'il y a une opportunité très forte parce que non seulement donc les GAFA ont un rôle, encore une fois, légèrement déséquilibré, mais aujourd'hui, on est dans une transparence qui est en train de disparaître. Je ne sais pas si tu as vu comment ça se gérait sur ta campagne, mais de plus en plus, on a des GAFA qui te disent donne-moi ton budget et je m'en débrouille. Voilà, je ne te dis pas exactement où ça va aller, je te dis pas exactement si ça va être du retargeting, de l'acquisition, est-ce qu'il y aura 5 de répétition ou 25 de répétition, c'est pas ton problème, je fais quelque chose de simple. Mais ça, c'est un vrai problème pour les marques parce qu'elles ne savent plus où elles se trouvent. Et c'est assez fréquent que lorsqu'on discute avec une marque, je dis mais moi j'ai été retouché, je suis allé sur votre site là pour préparer notre entretien, j'ai été retouché 40 fois derrière avec des bannières partout. Et ils me disent ah non ça m'étonnerait parce qu'on fait pas de retargeting. Capture d'écran, bien sûr Google, Mmh. et je leur dis mais si. Et ils me disent ah oui mais c'est vrai que du coup on est sur des campagnes où on sait plus tout à fait où on est
comment on est utilisé, etc. Donc la notion de transparence, pour moi, est un véritable quand même enjeu. Et ça, c'est quelque chose justement que les adtech françaises ou européennes peuvent prendre en compte, d'être complètement transparents sur la façon dont une marque est diffusée. Donc si tu arrives à avoir une belle plateforme puissante, performante et transparente, voilà, là je souhaiterais dans ce cas-là bonne chance aux GAFA. Donc tu vois, il y a un petit peu de travail, mais il y a des vraies opportunités. Ouais, c'est pour terminer notre discussion, c'est que on voit que quand même, donc tu citais Criteo, Smart, enfin même l'écosystème quand même français est quand même assez bouillonnant. Bien sûr. Il y a la capacité de faire plein de choses. Donc on peut être, comment dire, on peut être positif et pour l'avenir. Comment toi tu vois les choses Oui, mais c'est ça. Moi, voilà, je suis de naturel toujours très optimistes, positif, mais voilà. non, mais exactement parce que en fait, quelquefois, je discute avec des gens qui me disent mais pourquoi tu fais ce métier-là? De toute façon, les GAFA vont tout rafler, il n'y a pas de place, etc., etc. Je Mmh. leur dis mais non, en fait, ça c'est une vision qui est ultra pessimiste. Aujourd'hui, on a un marché qui va faire cette année autour des 9 milliards. On a déjà à 25% de 9 milliards, ça commence à faire 2 milliards, donc c'est un marché qui est assez intéressant. Mais surtout, je pense qu'on est arrivé à une sorte d'acmé. Voilà, un point de rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit déjà l'année dernière, le display a une croissance plus importante que le search. C'est la première fois depuis des années et des années et des années. Donc, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, respect des données personnelles, on voit bien effectivement qu'il y a des positions qui sont difficilement tenables d'un point de vue fiscalité, etc. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un changement qui va s'opérer. Et surtout, je pense que c'est aussi donc à l'offre, donc en gros à toutes les adtech, de se dire remettons-nous en cause pour proposer une solution qui réponde aux besoins d'un directeur marketing. Un directeur marketing, il n'a pas 75 personnes dans son équipe si c'est une grosse boîte, et si tu es une petite boîte, tu n'as pas 12 personnes pour gérer ta campagne. Donc il faut avoir des solutions, encore une fois, qui soient puissantes, qui soient souples, qui soient transparentes, qui soient simples, etc. Et ça, c'est aussi au marché de le créer. Voilà. Donc nous on travaille dessus chez Handvoice, on se dit il y a quelque chose à faire et évidemment il faudrait qu'on soit plusieurs pour pouvoir proposer vraiment une offre qui réponde à ce besoin. Si l'offre est bonne, j'ai pas de doute au fait qu'un directeur marketing ou une directrice marketing teste et se dise bah oui, il existe autre chose que les GAFA. Mais c'est à nous de proposer aussi des solutions. On peut pas juste blâmer les GAFA en permanence. Et voilà, je le fais assez souvent. Mais du coup, il faut qu'on propose des solutions. Et ça, c'est ça qui m'active aujourd'hui. Et je pense que, comme tu le dis, on a un écosystème en France au niveau de la data science, au niveau des ingénieurs, etc., qui est formidable. Donc, on a tout aujourd'hui pour proposer une solution telle que j'ai pu la décrire tout à l'heure et rééquilibrer le marché. C'est à nous de jouer aussi. Écoute, merci Alban. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais 28 minutes et le temps d'une vidéo Banous est de 30 minutes. En une minute, est-ce que tu as un livre, un site, un podcast, un truc pour continuer à progresser en marketing digital? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Est-ce que tu as un... Ouais, alors sur le marketing digital, il y a énormément effectivement de choses. Donc, c'est vrai que moi j'utilise de plus en plus. J'ai pas une source, mais c'est vrai que j'utilise de plus en plus en fait Spotify comme une porte d'entrée justement à toutes les vidéos et puis les podcasts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je construis plutôt avec cette porte d'entrée. J'ai pas simplement un podcast préféré. J'en consulte beaucoup. Je suis en remote, je fais du train pas mal. Et c'est vrai que j'utilise Spotify pour pouvoir utiliser toutes les facettes, qu'elles soient très généralistes ou très techniques. Donc voilà, mon conseil serait plutôt effectivement d'utiliser typiquement un service comme Spotify avec des mots-clés, c'est très simple et on a tout ce qu'il faut, des choses très précises à des éléments généralistes et chacun pourra faire son choix dans cet univers qui est absolument incroyable. Écoute, merci beaucoup Alban. Si les gens veulent te contacter, je pense qu'on peut te contacter via LinkedIn. Exactement, il n'y a pas de souci, je réponds moi-même aux messages, donc on peut me contacter sur LinkedIn avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.